surtout avec des moyens d'ingénierie publique qui sont souvent insuffisants. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que la collectivité départementale peut jouer ce rôle d'échelon intermédiaire. En tort faut-il que cette collectivité, demain, garde des moyens de cette action. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui pour une bonne partie des départements recentrés sur les dépenses d'action sociale qui ont progressivement consommé toutes les marges budgétaires. Alors, dans ces conditions, la deuxième question qu'il convient de se poser, c'est celle de l'utilité finalement des départements sur le territoire des métropoles. L'intégration de la plus grande partie du département du Rhône à la métropole de Lyon est-elle finalement une exception ou un signal précurseur d'une réforme nécessaire dans la simplification de l'architecture administrative du pays et dans la recherche d'une dépense publique plus efficace? Puisque nous sommes ici à Lyon, dans une région frontalière, on peut rappeler que cette disparition de l'échelon départemental n'est pas une exception. Je veux juste dire un mot de nos voisins italiens, qui ont organisé eux aussi ce processus. Depuis le 1er janvier 2015, la ville de Turin a reçu les compétences de la province, qui est l'équivalent de l'échelon départemental en Italie, devenant avec 6827 km² la ville métropolitaine la plus étendue d'Italie. Elle vient jusqu'à la frontière française et jusqu'à la région autonome du Val d'Ost. C'est la loi du 7 avril 2014 de la République italienne qui porte disposition sur les villes métropolitaines, les provinces, les unions et fusions de municipalités. En clair, la République italienne a fait en une loi ce que nous avons fait en 3 textes. Rome capitale, Milan, Naples ont accédé à ce même statut de ville métropolitaine en absorbant les provinces. En tout, l'Italie compte dorénavant 14 villes métropolitaines, c'est-à-dire moins que la France, pour un pays qui est plus urbanisé. Je dis au passage. Plus urbanisé que nous, et moins de métropoles. Je ferme la parenthèse. Le nombre de provinces a été ramené à 90, ce qui veut dire qu'on était dans un maillage finalement qui était assez voisin du maillage des départements français. Si vous faites les additions, auxquelles s'ajoutent les 2 provinces autonomes de Bolsène et de Trente. Alors si le phénomène d'absorption est donc bien engagé en Italie, en France, le cas lyonnais reste limité. Et il doit sans doute, je vais peut-être pas me faire que des amis, à l'exiguïté du territoire du département du Rhône, qui facilitait les choses, puisque le département du Rhône était principalement occupé déjà par la communauté urbaine de Lyon, et c'est en fait un héritage révolutionnaire parce qu'on avait décidé que l'Isère irait aux portes de Lyon, parce que les Lyonnais avaient été royalistes. Il n'en reste pas moins que ce débat sur le maintien des départements dans l'Isère métropolitaine existe. Il a d'ailleurs été ouvert par le nouveau président de la République. Il est au cœur de l'actualité du débat en Île-de-France, avec la création de la métropole du Grand Paris, ses 131 communes, ses 11 établissements publics territoriaux, et il pose la question de l'existence des départements de la petite couronne, qui eux n'ont pas l'ancienneté des autres départements français, comme chacun le sait, puisqu'ils ont été fondés à un moment d'ailleurs où la région elle-même n'existait pas, mais relativement récent. Or, face à la perspective de suppression des départements dans les métropoles, sur les territoires métropolitains, l'Association des départements de France, au sein d'une commission qui ne concernait au départ que les départements à caractéristiques particulières, c'est-à-dire en clair les départements ultramarins, littoraux et montagnards, a réuni les départements d'assiette des métropoles pour élaborer une réflexion sur leurs relations avec les métropoles et avoir un discours sur leur légitimité, craignant évidemment que ce soit la première étape vers la suppression de tous les départements. Alors, il y a eu une réunion qui s'est tenue le 27 septembre sous la présidence du président du conseil départemental de Loire-Atlantique, où nous avons, au cours de cette réunion, entendu tout ce qu'il fallait entendre sur la légitimité de maintenir les départements dans les espaces métropolitains, sur le cherry picking, pour dire comme en patois, qui est effectué par les métropoles sur je prends ici les routes, là je prends un peu d'aide sociale, là je prends pas ceci, là je prends pas cela, et donc sur la nécessité finalement d'une stabilisation de cette affaire.
L'enjeu n'est pas neutre parce que, à l'exception du département du Nord, les collectivités départementales qui sont situées dans le périmètre des métropoles sont le plus souvent des collectivités qui disposent encore d'une force de frappe financière qui faisait affirmer d'ailleurs ce jour-là aux représentants des Hauts-de-Seine qu'on se trouve face à une volonté politique visant à favoriser les métropoles en dévitalisant les départements et en les privant de leur pouvoir et de leur richesse. Parce que derrière, il y a effectivement ce sujet. C'est dans ces mêmes collectivités départementales, support métropole, que le transfert de ressources fiscales, de CVAE au bénéfice de la région, s'est avéré le plus souvent excédentaire, comme l'ont montré les travaux conduits par les chambres régionales des comptes dans le cadre des commissions d'évaluation des transferts. Et c'est le transfert d'une recette dynamique qui accrédite le discours, finalement, de la dévitalisation financière qui accompagnerait la dévitalisation institutionnelle, puisque la CVAE, 1,4% de croissance en 2016, 4,5% en 2015, donc nous sommes sur des recettes dynamiques. Alors, au-delà du cadre de la collectivité institutionnelle, il y a l'autre question qu'il convient aussi de se poser, c'est celui de la pertinence de l'échelon administratif. Parce qu'on a un échelon de l'administration d'État qui est un échelon départemental. Et cet échelon, il existe aussi. Il faut le prendre en compte. Et il convient pour cela, j'irais aussi, de se référer au bassin de vie, pour pointer, d'une part, le fait que la réforme régionale aurait pu s'accompagner d'un droit d'option des départements au niveau des appartenances régionales, ce qui aurait permis une organisation administrative plus conforme aux réalités des bassins de vie, parce que lorsque vous êtes sur les marches d'une région, le rapport du territoire à la métropole régionale, quel est le rapport à la métropole régionale Lille du département de l'Oise, qui est dans l'attraction complète pour la plus grande partie du territoire de l'Île-de-France. Voilà, je prends juste cet exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Au-delà de cette observation, de ce qui a été à mon sens une occasion manquée, la relation entre l'échelon régional et les départements porte, à l'exception sans doute de cette même Île-de-France, moins de complexité que la relation métropole-département. Plus la région est grande, je dirais, plus son territoire est divers. Moins il est urbanisé, plus le département peut retrouver une place dans une politique régionale qui doit s'adapter à une création de richesses et d'emplois, qui doit autant favoriser le développement endogène que compter sur la logique de ruissellement qu'évoquait le professeur Nabzi à partir de la création de richesses dans les métropoles pour irriguer le reste du territoire. Moi, je ne crois pas à l'irrigation du territoire savoyard par le résident secondaire lyonnais qui dispose de sa résidence secondaire en montagne. Pourquoi ? Parce que le résident secondaire est une calamité dans l'économie du tourisme. Ce sont des volets clos sur un espace à urbaniser qui est limité, et lorsque vous avez une résidence de tourisme avec des lits banalisés ou un club de vacances, c'est beaucoup plus rentable en termes d'impact économique que la résidence secondaire. Je dis ça juste pour la démonstration de la limite de l'économie de ruissellement par rapport au développement économique endogène. Alors cette dernière théorie de l'économie du ruissellement est généralement admise, elle est portée depuis de très nombreuses années comme une réponse à la concurrence des ensembles métropolitains au niveau européen comme international, mais elle trouve ses limites dans certaines parties du territoire. Je vais en terminer par là. Je suis pour ainsi dire, pour ce qui me concerne, le représentant d'une anomalie économique et financière au niveau territorial, puisque dans les départements savoyards, la majorité de la richesse provient encore de la zone de montagne, des vallées où se trouve la production énergétique, une grande partie de l'industrie et le tourisme, qui irrigue d'ailleurs la partie urbaine des départements. Et c'est un modèle inversé, mais qu'on trouve ailleurs. Je veux dire, on le trouve dans le département de l'Ain, avec la vallée de la Plasturgie, à Oyonnax. À cette première anomalie, il en existe une deuxième, qui est l'existence de la métropole de Genève, et qui pose le problème du rapport des territoires avec les métropoles des zones frontalières, ce qui est un autre sujet qu'on n'a pas le temps d'aborder et de développer. Voilà, donc moi la conclusion que je tirerai de cette affaire, c'est que dans le cadre dans lequel on est aujourd'hui, le département reste un échelon redistributeur qui a une légitimité, notamment en dehors de la zone tenue par les métropoles, parce qu'il peut être
à la fois le relais des politiques territoriales de la région, mais qu'il est aussi un lieu de péréquation pour les ressources, qui est d'autant plus facile à organiser entre les communautés de communes, les communautés d'agglomération, que les contributeurs et les bénéficiaires peuvent avoir une lecture commune des forces et des faiblesses territoriales, parce qu'ils les connaissent, et que cette péréquation va donc avoir une traçabilité qui en assure l'acceptabilité. C'est plus facile de redistribuer des solidarités territoriales et des ressources, comme c'était le cas avec les anciens fonds de TP, sur un territoire de dimension raisonnable, que dans le cadre de cycles nationaux. Et bien évidemment, la vérité dans cette affaire sera aussi ce qu'il adviendra du succès des conférences territoriales et des schémas régionaux. Soit ces conférences permettront aux départements de retrouver une place et un équilibre, soit effectivement on entrera dans un phénomène de disparition dès lors que la relation avec la région n'aura pas été recréée. Quant au secteur sur la relation métropolitaine, le premier rendez-vous, moi je ne fais pas de prévision, mais c'est celui de l'Île-de-France, et il est vraisemblable que la mécanique italienne, observée avec relativement d'efficacité, si les métropoles savent régler la problématique de la gestion de tout ce qui est le volet social, il est probable que le département, dans ce cadre-là, n'aura plus sa place à terme. Bien, merci à Michel Bouvard, merci beaucoup, parce que je trouve qu'il n'a pas présenté une sorte de plaidoyer pro domo en faveur des départements, mais a bien montré finalement que si les départements conservent des compétences, y compris en matière de développement des territoires, la solidarité territoriale et puis d'autres, néanmoins, ce qui est important de voir, c'est que, et on le connaît dans ces propos, il y a une grande diversité de situations. Les départements, avec ces compétences qui leur sont maintenues, les partager, et puis celles qui sont résiduelles par rapport au mouvement vers les métropoles et les régions, peuvent continuer à jouer un rôle, mais que néanmoins, il faut distinguer le cas des grandes métropoles, où finalement, d'après ce que tu dis, la réflexion n'est pas illégitime, que de penser à la disparition, à la fusion des échelons métropoles et départements. D'autres configurations territoriales, et la Savoie de point de vue-là est bien choisie, où le département est loin de la métropole, loin du chef-lieu de la région, et peut toujours jouer un rôle majeur en termes de solidarité et de redistribution de proximité. Et pareil. Il y a un bon nombre de situations auxquelles on peut penser. Alors après cette réflexion de terrain que tu as développée, je repasse la parole alors à un expert juriste en quelque sorte, qui va nous présenter à l'impariante finalement les réponses qu'on peut apporter en droit, sans doute, à l'ensemble de ces questions. Bien, merci Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs, en particulier Marie-Christine Esclassan, Michel Bouvier, de m'avoir sollicité pour venir, et Madame la Présidente de Keller de m'avoir invité à parler aujourd'hui. Alors mes remerciements s'arrêteront là, parce qu'ensuite j'ai lu ce que je devais faire et la sollicitation qui m'avait été faite, et là j'ai arrêté de remercier et je me suis plutôt inquiété. Étant entendu que je parlais effectivement tardivement dans cette table ronde et que je devais finalement traiter un sujet qui devait avoir été vu longuement toute la matinée et toute l'après-midi. Alors, je vais quand même essayer de dire des choses qui n'ont pas été dites, c'est difficile parce que beaucoup de choses ont été dites. Alors j'ai trouvé une première chose, je suis content, qui n'a pas été dite. Je commencerai par dire que finalement les régions et les métropoles, elles ont en commun toutes les deux, et on ne l'a pas dit finalement, d'être au cœur des réformes territoriales sans en être les victimes expiatoires. Et c'est assez finalement étonnant parce qu'on le sait, les départements, eux, on vient de le voir, ils comptent, dans tous les sens du terme d'ailleurs, ils comptent ce qui leur reste. Les communes, elles voient les métropoles avec un regard qui est à la fois un regard qui est peut-être les métropoles comme une solution à certains de leurs problèmes, mais aussi comme un risque de dissolution des communes au sein de l'ensemble métropolitain. Et les régions, les métropoles apparaissent en fait dans l'imaginaire presque collectif qui commence à se créer comme les gagnantes finalement de cette réforme territoriale ou de ces réformes territoriales. Alors les métropoles évidemment parce que
depuis leur naissance en 2010 avec la loi RCT, leur revitalisation, leur renforcement en 2014 avec la loi MAPTAM, leur nombre croissant, on vient de le dire, aujourd'hui, au 1er janvier 2017, on a 15 métropoles, au 1er janvier 2018, 22 métropoles, 20, 22, on est en train d'avoir les dernières qui se créent, mais c'est donc effectivement un développement très rapide. On y reviendra sur ce nombre, parce que ça a pour moi des conséquences. Les régions aussi, évidemment, établissements publics, puis collectivités territoriales, maintenant fusionnées, 13 régions en France métropolitaine. Là aussi, on en reparlera peut-être de cette question de la fusion qu'on a pas trop abordée et qui peut avoir aussi des conséquences importantes. Donc le lien entre ces deux institutions, il apparaît naturel, notamment d'autant qu'en matière économique, elles ont vocation à travailler de concert pour dynamiser, moderniser l'action publique. Donc les régions, on le sait, sont depuis longtemps, et là je vais aller vite parce qu'on l'a vu longuement, les collectivités de référence en matière économique. Et les dernières réformes confortent leur rôle, tout en reconnaissant aux métropoles un rôle essentiel en la matière. Et la difficulté, elle est là. Alors pour reprendre une expression en vogue, les régions seraient un peu les premières de cordée, mais les métropoles suivraient de près, voire même seraient à côté. Ça peut être un peu surprenant. Alors, je ne reviendrai pas sur le fait qu'il y ait une certaine confusion dans la question de la compétence économie entre ce que les régions peuvent faire seules et ce que les métropoles peuvent faire sans intervention préalable de la région. Donc de ce point de vue-là, je n'y reviens pas. Mais pour autant, le constat est sans appel. Depuis l'entrée en vigueur des différents dispositifs, les relations région-métropole n'ont pas été nombreuses. Elles ont été éclipsées par d'autres couples institutionnels. On parle des régions-départements ou départements-métropoles et les conflits qui peuvent se passer. Et région-métropole, on ne trouve pas beaucoup de littérature ou même de réflexion forte sur ce couple qui pourtant est naturellement celui qui devrait émerger. Donc j'aimerais un peu interroger ce paradoxe qui part, et ça sera mon premier temps de réflexion, d'un constat de l'existence d'une base, et de base solide pour un renforcement de ces relations, et dans un deuxième temps qui ouvre une réflexion sur les risques nouveaux de ces rapprochements qui dépassent d'ailleurs le cadre des relations région et métropole. Donc, le premier temps sur les outils renforcés. Alors, les outils renforcés, je vais en parler rapidement à deux niveaux. Les schémas et les contrats. D'abord, les schémas. La mise en place de schémas. Alors ça, c'est la nouvelle vague et vogue du droit des collectivités territoriales, ce sont les schémas. Alors, les schémas, ils sont toujours un peu gênants pour les juristes parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Juridiquement, ça leur pose problème. C'est d'ailleurs pour ça qu'on choisit de mettre des schémas. Parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est juridiquement. Alors, on a parlé longuement du schéma en matière économique, le SRDE2I. On a même du mal à le dire. On peut parler aussi du SRADET. Je resterai sur le premier. En gros, le schéma, ça sert à quoi? Ça sert à renforcer la concertation tout en encadrant avec souplesse la détermination d'une politique publique sectorielle. Alors, pour ça, on utilise des termes juridiques et on dit que le schéma est prescriptif. Très bien. Bon, alors ça fait peur, et à la fois, juridiquement, prescriptif, quand le juge se prononce, il va... Parce que pour un juriste, vous savez, il faut que le juge se prononce. Hein. Donc, quand le juge se prononce sur le caractère prescriptif du schéma en matière économique, on attend avec impatience la première décision pour voir ce qu'il en viendra. Il y a un certain flou, il faut le dire, juridiquement, de cette notion de notion prescriptive. D'autant que le schéma, dans son élaboration même, il est élaboré, nous dit le Code général des collectivités territoriales, l'article L 4251-14, en concertation avec les métropoles. Là aussi, la concertation, le président Blanc a montré ce matin les limites de celle-ci, puisque c'est dans le journal qu'il a découvert, nous a-t-il dit, le premier schéma métropolitain. Donc c'est vrai que cette concertation, elle peut paraître délicate. D'autre part, dans la loi, il est précisé la possibilité, on l'a vu aussi ce matin, que, en quelque sorte, il puisse y avoir soit un accord, et dans ce cas-là, on va trouver un volet métropolitain du schéma régional, soit une absence d'accord,
Et dans cette hypothèse, il faut qu'il y ait un document d'orientation stratégique de la métropole. Document d'orientation stratégique, nous dit toujours le Code général des collectivités territoriales, qui prend en compte le schéma régional. Alors là, c'est pareil, la prise en compte en matière juridique, ça nous promet des jurisprudences intéressantes de ce point de vue-là. Là aussi, la nécessaire compatibilité, la question de la compatibilité, elle est intéressante, elle passionne les étudiants lorsqu'on leur parle de compatibilité, mais je pense que du point de vue juridique, c'est là aussi quelque chose qui est un petit peu discutable, et en tout cas qui est volontairement flou. Volontairement pour laisser justement la place à la négociation et la place à la réflexion sur un angle politique, au sens tout à fait noble du terme. Mais en pratique, pour l'instant, c'est une cote assez mal taillée qui s'est imposée, c'est-à-dire que les métropoles ont pour l'instant obtenu l'intégration de leurs documents d'orientation, qui était préalable, et on l'a compris pourquoi tout à l'heure aussi, pour des raisons de calendrier, puisque les métropoles ont travaillé avant les régions. Donc elles ont pour l'instant obtenu l'intégration de leurs documents d'orientation dans les SRDE2I, ce qui nuance un peu par rapport au texte. Il faudra attendre le prochain, finalement les prochains schémas pour voir si ça arrive à quelque chose. Alors, aux côtés de ces schémas, pour aller vite, les dispositifs contractuels. Alors là, j'irai encore plus vite, parce que là aussi, on a peu de choses. On a un principe qui existe depuis l'acte 2 de la décentralisation, depuis la loi du 13 août 2004, c'est la possibilité de mettre des délégations de compétences et de fixer ça par des actes juridiques et des contrats. Alors, ça se passe, oui, entre l'État et la région. On le sait, délégation de compétences de l'État vers la région. On a eu 7 régions candidates en matière d'emploi, on en a parlé tout à l'heure. On sait que la fameuse instruction du 14 octobre 2016 a limité les envies parce que, en quelque sorte, ce n'était plus vraiment une délégation de compétences, mais c'était quelque chose qui n'avait plus véritablement de sens. Et là aussi, c'est un paradoxe qu'on pourrait interroger. Dans la loi MAPTA, on parle de convention territoriale d'exercice concerté des compétences. Là aussi, plus largement, le principe de conventionnement entre collectivités, il est mis en place. Ce conventionnement, en termes de région métropole, il n'est pas trop utilisé. Pourquoi? 2 raisons, très simplement. Les métropoles, ce sont, on n'en a pas beaucoup parlé non plus, beaucoup centrées sur les questions internes, pour l'instant, d'organisation interne. Question de mutualisation, à Bordeaux Métropole, on est bien placé pour savoir ce qui est. On a une métropole, une mutualisation spécifique, la seule en France qui est à la carte, qui est un petit peu complexe dans l'organisation de cette mutualisation. Et les régions, là aussi on est bien placé, ont fusionné. Cette fusion de plusieurs régions a conduit là aussi à des dispositifs surtout d'abord tournés vers le fonctionnement interne plutôt que le développement. Alors, justement, pour finir, je voulais interroger une deuxième temps, mais beaucoup plus rapidement, sur ces relations région-métropole qui sont l'illustration des interrogations nouvelles sur l'organisation territoriale. Parce qu'à travers ces incertitudes, il me semble qu'il y a 2 problèmes. D'abord, on a une complexité et une hétérogénéité du cadre juridique. Complexité d'abord, je n'ai pas besoin de faire de grands discours sur la complexité. La réforme, je ne vous parle pas de la clause de compétence générale supprimée, reprise, resupprimée, finalement supprimée. Aujourd'hui, on le sait que cette suppression de la clause de compétence générale est plutôt, au lieu d'une clarification de compétences, ça permet aux collectivités qui n'ont plus la clause de compétence générale de dire ben non, on ne finance pas, puisque de toute façon on n'a pas la compétence. C'est plutôt finalement beaucoup plus pratique qu'il n'y paraît pour les collectivités, elles sont finalement assez bien servies de ce point de vue-là. D'autre part, la complexité, elle est aussi liée au fait qu'on a des instructions qu'on ne comprend pas. On a 69 pages d'une instruction qu'on essaye de lire péniblement, et après 4 jours, on a à peu près compris ce qu'il voulait dire, et ensuite, imaginez-nous, on va devant des étudiants pour leur expliquer. Et là, c'est beaucoup plus compliqué pour qu'ils comprennent un peu quelque chose. Ils sont endormis au bout de la 10e seconde. Après, on a des rapports qu'on lit, l'Inspection générale de l'administration, un très bon rapport, très intéressant, mais on l'a vu, qui n'est peut-être pas tout vu sur la compétence en matière économique.
On a des rapports aussi avant même l'entrée en vigueur d'une loi, qui sont, je pense notamment au rapport de Pierre Cohen, qui est très intéressant sur les relations entre région et métropole, mais avant l'entrée en vigueur de la loi NOTRe. Donc ce qui peut aussi poser quelques difficultés de ce point de vue-là. Mais globalement, ceci dit, on a quand même, il faut le dire, ce que l'a dit notamment, des réflexions à mener, notamment sur la future CTAP, comme l'a dit M. Manrique tout à l'heure. Ensuite, on a une diversité des pratiques. Entre une région, une autre région et une autre métropole, on a une diversité. Et ça pose aussi des questions. Donc, je finirai par une dernière idée sur est-ce que tout ça, finalement, ça mène aux prémices d'un pluralisme juridique en France, ou à l'inverse, ça mène à une recentralisation. Je vais évoquer juste ces deux idées pour finir. Alors, question du pluralisme juridique. Alors ça serait pas mal, finalement. On en a fini avec le prêt-à-porter territorial, et on passe sur le sur-mesure. Intéressant, c'est plus qualitatif, le sur-mesure, généralement. Donc, c'était d'ailleurs la philosophie de l'acte 2 de la décentralisation. Ça serait pas mal que 14 ans après, finalement, on dise, tiens, on va suivre les préconisations de 2003. Parce que tous les dispositifs, quasiment la moitié des dispositifs qu'on a mis dans la Constitution n'ont pas été mis en œuvre. Je pense à l'expérimentation telle que, notamment. Donc 14 ans après, peut-être que c'est une réalité, ça devient une réalité avec les conventionnements qui peuvent être sur mesure. Des conventionnements, des différenciations pour coller à la réalité économique du bassin d'emploi. Ça peut être des stratégies différenciées selon les territoires et ça paraît très intéressant. Quand même quelques points négatifs, quelle cohérence globale de la politique. Les inégalités territoriales, comment on les traite. Les bassins économiques siniestrés, quelles solutions on a. Et puis enfin, alors ça c'est le juriste qui vous parle, indécrottable, le morcellement de la règle juridique. Ça c'est toujours un peu compliqué quand on a un droit à géométrie variable, c'est un petit peu gênant de l'expliquer. Et puis, autre aspect, on n'en a pas parlé non plus là-dessus, comment faire alors même que chaque région n'a pas le même nombre de métropoles sur son territoire. Je crois qu'on ne raisonne pas de la même façon en Nouvelle-Aquitaine, où il y a aujourd'hui une métropole, et justement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, où on va avoir 4 métropoles. C'est pas tout à fait pareil. Et puis si on commence à avoir 22 métropoles, bientôt 30, 40, il y a aussi l'envie d'avoir une métropole parce que son voisin a une métropole et parce que politiquement ça a du poids. Donc cette question-là, elle est aussi intéressante. Et enfin, pour finir, dernière idée, est-ce que finalement c'est pas aussi un risque, non pas de morcellement, mais de recentralisation? Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai regardé les dispositifs juridiques qui sont en œuvre depuis 2 ans, c'est que finalement, le SRDE2I, c'est la même logique que le SDCI, un peu. C'est-à-dire finalement, le schéma, vous savez, de coopération intercommunale, qui est entre les mains du préfet. C'est-à-dire qu'on replace le préfet au cœur du jeu. On le voit dans la CTAP, on revoit l'État revenir. L'État n'a pas les moyens financiers, mais l'État a non pas le pouvoir, mais un peu les attributs du pouvoir. En quelque sorte, le préfet revient. Il est là, en tout cas. Est-ce qu'il a du pouvoir? Est-ce qu'il a réellement du poids? Je ne suis pas convaincu, mais en tout cas, dans les textes, la présence du préfet est importante. Le schéma régional doit être approuvé par arrêté du préfet. Et ce dernier s'assure, je lis, du respect par le conseil régional et le cas échéant par le conseil de la métropole, de la procédure d'élaboration, etc., etc., mais surtout, la préservation des intérêts nationaux. Là aussi, ça pourrait être beaucoup de choses, la préservation des intérêts nationaux. Et puis, le préfet peut demander des modifications et le conseil régional dispose d'un délai de 3 mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées. Alors on sait que ça peut être compliqué, notamment à La Réunion, sur cette question-là, mais on voit que même si ça reste quelque chose qui ne sera sans doute pas très conflictuel, il y a la place du préfet. Finalement, du point de vue des collectivités, la place de l'État demeure une interrogation, d'autant que le contexte financier actuel, plombé par les baisses de dotation et les discussions sur les compensations de charges, est assez lourd. Finalement, on a une baisse du financement et un renforcement d'un contrôle de l'État. Alors, je vais provoquer, mais je dirais en caricaturant que c'est pas loin de l'inverse de la décentralisation.
la décentralisation, c'est du financement, une autonomie financière et un pouvoir de décision. Donc là, on a l'inverse. Ça ne serait pas le moindre des paradoxes que l'acte 3 de la décentralisation signerait un retour à un avant acte 1. Des collectivités réellement désargentées et faussement responsabilisées. Un petit peu gênant, donc je vais finir sur une note plus positive, pour finir, en disant que on peut penser aussi que les incertitudes actuelles peuvent mener sur un rééquilibrage qui place les régions et les métropoles au cœur de l'action publique, avec des moyens nouveaux, mais assurément au prix d'une montée en compétences juridiques et techniques des fonctionnaires territoriaux, qui doivent à la fois maîtriser toutes ces subtilités, mais aussi retranscrire clairement ces opportunités en action publique simple et lisible. Je vous remercie. Bien, un grand bravo à la variante qui, malgré ses craintes initiales, a réussi à aborder des points nouveaux, des points qui n'avaient pas été abordés depuis ce matin. Et c'est un peu dommage parce que l'angle juridique est quand même toujours très, très riche. Il nous a en partie rassurés quand il parle sur la complexité des textes. Si même les professeurs et maîtres de conférences de l'université ont du mal à se les approprier pour ensuite les diffuser auprès de leurs étudiants, bon, ça nous rassure un peu parce que nous aussi nous souffrons beaucoup. Et puis, je pense que chacun a apprécié le recul qui a été pris en montrant, c'est vrai, le flou d'un sorte de notions juridiques encore mal étayées, les contrats, les schémas, etc. Mais aussi la perspective par rapport au retour de l'État. Alors peut-être que vous allez un peu loin encore, hein, on est un peu dans la prospective. Bon, parce qu'on serait pour parler de la région, de cette région-ci, et puis de la métropole de Lyon, on a bien vu quand même que le préfet n'a rien habité du tout. Hein. Il a laissé deux schémas, un métropolitain et un régional, qui ne sont pas en cohérence, et puis il leur a dit essayez de vous entendre. C'est à peu près tout ce qu'il a. Bon. Donc pour l'instant, on en est encore un peu loin, mais peut-être que si ces risques de conflit de compétences perdurent, les préfets seront en position d'intervenir, de trancher. Ce qui en même temps n'est pas absolument anormal. Hein. Il y a encore un État, le préfet incarne l'intérêt général, mais encore faut-il qu'il le fasse en bonne connaissance de cause. Alors, nous allons enfin prendre une dimension internationale avec notre dernière intervenante, Aziz Akhmouch, qui représente donc l'OCDE, et à laquelle je passe la parole tout de suite. Merci Monsieur le Président. Je voudrais commencer par remercier nos collègues du Fonds d'Afrique pour l'invitation et l'opportunité de partager avec vous un certain nombre de messages qui ressortent des travaux que l'on conduit sur les villes et plus récemment sur les métropoles à l'OCDE. Alors j'ai essayé dans la mesure du possible de faire la présentation autour des problématiques que l'on entend très souvent dans les débats franco-français concernant les réformes territoriales en France en particulier. Mais je ne parlerai pas du cas de la France plus particulièrement parce qu'on n'a pas conduit à ce jour, à l'exception d'Aix-Marseille en 2014, d'examen et de dialogue approfondi sur l'impact de ces réformes territoriales. Il faut dire que les autorités françaises à différents niveaux ont été très frileuses à l'idée d'avoir une vision extérieure, si je puis dire, comme c'est bizarre, de ces sujets-là, mais on sent effectivement un changement à l'heure où on se pose beaucoup de questions et où un début d'analyse d'impact de cette évolution du cadre juridique se fait sentir dans les sphères académiques, les rapports des cours des comptes et au-delà. Donc je vais, comme je l'ai dit, vous partager quelques leçons d'expérience, à la fois sur les travaux empiriques qui ont été conduits sur les métropoles et les benchmarks que l'on a pu réaliser dans la région OCDE qui couvre, comme vous le savez, 35 pays, mais aussi en zoomant sur quelques exemples, et j'ai entendu notamment le cas d'Italie, que j'aborderai avec le cas de l'Allemagne, des États-Unis et des Pays-Bas, pour montrer qu'il y a eu différentes rationalités derrière la création de ces métropoles et qu'elles ont aussi été le fruit d'un travail de très très longue haleine et qu'on est dans la plupart de ces cas aussi dans une situation où il est encore difficile d'en évaluer l'impact parce que ça reste des phénomènes en cours d'implémentation. Et je ferai quelques observations finales donc, qui s'appliquent dans le cas de la France.
Donc il est question de poids économique et de développement économique, et on sait évidemment que parmi les collectivités locales, les métropoles sont des leviers essentiels de la prospérité nationale. On a aussi, pour rééquilibrer à l'OCDE, beaucoup travaillé sur la contribution des territoires ruraux à la prospérité nationale, et on a un certain nombre de chiffres en la matière. Les métropoles représentent aujourd'hui la moitié de la population dans la zone OCDE, plus de la moitié de l'emploi. Au total, presque 60% du PIB généré dans ces 35 pays. C'est un peu moins le cas pour la France quand on compare avec ses pairs, mais toujours est-il que la métropolisation est une réalité économique et on a évidemment regardé le sujet de près. Quand on regarde le poids plus généralement des collectivités locales en France et dans l'OCDE, il y a un certain nombre d'observations, et aussi pour dire qu'on a un peu travaillé ces 20 dernières années, puisqu'on a aujourd'hui des données sur les finances locales et sur les collectivités territoriales en matière d'investissement public et au-delà, et qu'on lance le 17 novembre prochain un observatoire qui est conjoint entre l'OCDE et cités gouvernements locaux unis, et qui fournit un peu ces informations et ces données granulaires en matière de finances locales dans la région OCDE, donc les 35 pays avec lesquels on travaille au quotidien, mais dans 60 ou 70 autres pays, qu'ils soient en développement ou émergents. Donc quand on regarde le poids économique des collectivités locales, et ce sont des données de 2015, on constate que les dépenses, les autorités infranationales représentent près de 40% des dépenses publiques, avec de très grandes disparités entre des pays comme la Grèce, où on a à peu près 6%, et des pays comme le Canada, où si l'on agrège les dépenses des municipalités, des provinces canadiennes, on atteint quasiment les 3 quarts, 75%. Quand on s'intéresse aux dépenses de personnel, par exemple, où on a un chiffre de 63%, il y a là aussi de très grandes disparités entre les pays où la majorité de l'emploi public est au niveau infranational, et c'est le cas de la Suisse, du Canada, de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Espagne, du Japon, de la Suède, des États-Unis et d'autres encore, et où ça représente quasiment les 3 quarts, et des pays où la fonction publique d'État en termes de masse salariale est beaucoup plus importante, et c'est le cas de la Grèce, de la Turquie et de l'Irlande. On a aussi des données sur les investissements directs, donc hors transfert en capital, où on voit que les autorités infranationales dans la région OCDE sont responsables de 59% de l'investissement public, et c'est à peu près 56% dans le cas de la France. Et quand on regarde les recettes fiscales, on s'est intéressé à la fois aux recettes fiscales propres et aux recettes fiscales partagées, on voit à peu près un tiers des recettes fiscales, et ça va là aussi avec une très grande diversité, depuis 1% dans des cas éminemment centralisés, c'est le cas de la Grèce en particulier, mais aussi du Chili, où il y a de très faibles marges de manœuvre au niveau local, à peu près 56% dans des pays de structure plus fédérale comme le Canada. Donc c'est juste pour vous donner un peu un comparatif. Ce ne sont pas des données sur les métropoles. Il faut dire que le travail d'analyse du financement au niveau des métropoles est encore très difficile. Il y a encore des questions d'échelle, de périmètre, j'y reviendrai par la suite. Mais il y a aujourd'hui une base de données qui vous permet pour différents niveaux de collectivité territoriale d'avoir un certain nombre de données désagrégées. Et c'est justement parce qu'on a commencé à produire ces données à l'OCDE qu'on a été un peu contraint ces dernières années, et notamment depuis 2010-2011, de penser ou repenser la définition de ce que l'on considère être une ville. Et on a développé une méthodologie pour ne pas avoir à comparer des pommes et des oranges, qui approchent les villes non pas seulement en fonction de l'administration, de leur périmètre politique et administratif, mais en fonction de logiques fonctionnelles. C'est-à-dire qu'on regarde les bassins de vie et d'emploi, en gros, et ça nous permet statistiquement de redéfinir des territoires qui n'ont pas une vocation prescriptive ou normative, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire ça doit être le périmètre de la définition de vos métropoles, mais en revanche on dit que ce sont des échelles qui permettent non seulement de penser un certain nombre de politiques publiques qui vont bien au-delà des frontières administratives, en matière de transport, en matière de gestion d'eau et ainsi de suite, mais aussi qui permettent de comparer, et on a une base de données aujourd'hui qui compare 282
métropoles de plus de 500 000 habitants dans la région de l'OCDE, de comparer des choses sur des bases comparables, et notamment en prenant comme critère ces bassins de vie et d'emploi. Et donc si on applique ça dans le cas de la France, par exemple, ça vous donne dans cette carte les zones urbaines fonctionnelles en France, avec Lyon qui est entouré. Si on compare par exemple avec les autres zones fonctionnelles urbaines, on a en termes de population Lyon qui est entre Stuttgart en Allemagne et Austin aux États-Unis, ça vous donne une idée, et qui est évidemment la deuxième zone urbaine fonctionnelle après Paris et avant Marseille. Donc une fois de plus, c'est vraiment un outil non seulement statistique de comparaison, mais aussi de politique publique, puisqu'on constate maintenant, et c'est une méthodologie qui est en place depuis 2012 et qui permet réellement de faire des comparatifs socio-économiques et environnementaux, on constate de plus en plus de décideurs, y compris on réalise des examens et des dialogues métropolitains à cette échelle-là, qui utilisent ce mécanisme-là pour fédérer un certain nombre d'acteurs à l'échelle de la métropole. Et donc évidemment ces questions métropolitaines ont été très importantes pour nous, notamment quand on a commencé à s'intéresser aux questions de fragmentation et à leur lien avec les questions de productivité, puisqu'on est une organisation qui s'intéresse aux politiques de coopération et de développement économique. Donc ce que vous voyez sur ce graphique, c'est l'indice de fragmentation des aires métropolitaines dans l'OCDE. Il y a évidemment différents taux de fragmentation municipale à l'intérieur de ces aires métropolitaines. En moyenne, dans l'OCDE, cet indice est de 3,7 municipalités pour 100 000 habitants. Dans le cas de la France, c'est à peu près 16%, 16,5%. Et j'aimerais insister sur le fait qu'il n'y a pas derrière une logique nécessairement normative, c'est-à-dire qu'on peut avoir des contextes éminemment fragmentés, mais tout aussi efficaces quand on a des mécanismes de coordination qui marchent et qui permettent de fédérer avec des incitations bottom-up en plus des cadres juridiques un certain nombre de décisions de services publics et de politiques publiques à la bonne échelle. Mais ça donne une idée, et on voit effectivement sur le nord-est du graphique un certain nombre de métropoles françaises, puisque la France, avec les États-Unis d'ailleurs, concentre plus de 50% des municipalités de tous les pays de l'OCDE. Alors, l'étape suivante a été de dire, finalement, cette fragmentation, est-ce qu'elle a un impact sur les résultats des politiques publiques? C'est-à-dire, est-ce que la fragmentation a un impact sur la productivité des territoires? Est-ce qu'elle a un impact sur l'inclusion dans les métropoles? On a fait un travail économétrique sur la base de ces 280 zones fonctionnelles urbaines avec toute une série de régressions qui ont montré deux choses. La première, c'est que une plus forte fragmentation administrative est généralement associée avec une moindre productivité. On a pu démontrer que les territoires qui ont mis en place des organismes métropolitains et qui ont un fort degré de coordination ont un niveau de productivité qui est en moyenne de 6% supérieur à ceux qui restent éminemment fragmentés, mais aussi, et c'est tout aussi important, notamment parce que l'évaluation du bien-être sur les territoires va au-delà des dimensions économiques pour aussi considérer des aspects non matériels et des aspects sociétaux et environnementaux. En l'occurrence, on voit que ça vient aussi avec plus d'inégalités, de plus fortes inégalités, et ce que vous voyez sur la droite, c'est l'inégalité de PIB par habitant entre les juridictions locales, et donc ça pose un vrai problème d'inclusion. Ça veut dire que les métropoles ont à la fois des bénéfices, mais elles ont aussi des coûts, et les politiques publiques doivent être adaptées en fonction de ces spécificités territoriales. Alors évidemment, avec l'observation de ce qui se passe dans les pays de l'OCDE et les pays partenaires avec lesquels on travaille, on a constaté que cette question des réformes métropolitaines, et c'est vraiment le message pour la France, vous n'êtes pas les seuls à galérer entre guillemets, c'est un sujet qui intéresse et qui est une préoccupation pour beaucoup de pays de l'OCDE. On a vu dans la dernière